Attention, n'investis surtout pas dans ce type de crypto, sinon tu risques de perdre tout ton argent. Et là, frérot, je suis sérieux, je rigole pas en fait, je vais te dire pourquoi. On va aussi voir qu'OpenSea nous montre que le Web3 est loin d'être décentralisé, bien qu'il soit censé l'être, c'est la grosse blague. On va parler de Polygon et Matic, tu vas voir que c'est encore pire que ce que tu crois. On va aussi rentrer dans le faussaire des institutionnels pour voir les cryptos, la crypto sur laquelle ils sont bullish et surtout qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur concernant cette crypto particulière. Tu connais. Avant ça, merci encore pour tous les gens qui donnent de la fort. Là, tu peux voir les personnes qui ont gagné le NFT Merci de la collection 1000 Merci pour remercier toutes les personnes qui partagent leurs commentaires en vidéo. Merci encore. N'hésitez pas, à me contacter si vous faites partie des gagnants. Tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Déjà, on va commencer par dénoncer. OpenSea prennent trop la confiance et là, ils nous montrent qu'on est très loin de la soi-disant décentralisation que le Web3 prône. Je vais pas te mentir, frérot, là je suis vénère parce qu'ils se sont pris à ma femme. En fait, je t'avais dit que récemment, le producteur de la chanson BBHM de Rihanna avait décidé de créer une collection NFT qui permettrait aux détenteurs de recevoir un pourcentage de royalties de la chanson. La collection NFT était disponible sur diverses marketplaces, dont OpenSea. Et OpenSea a tout simplement décidé de supprimer les NFT de sa marketplace. On ne sait pas pourquoi. Après, ils font les morts. Même quand l'entreprise qui a mis en place ces NFT a essayé de négocier avec eux, ils font les morts. Genre, ils calculent pas. C'est trop bizarre. Maintenant, la collection, elle est quand même présente sur la plateforme Another Block et aussi la plateforme Blur. Mais c'est quand même bizarre, tu vois. Et c'est pas la première fois qu'OpenSea fait ce genre de bail. Et ça, c'est triste parce que le Web3 est censé prôner la décentralisation et elle est censée permettre à n'importe qui de pouvoir partager ses collections NFT. Et là, on voit qu'OpenSea, en fait, comme bon lui semble, ils peuvent bloquer des collections. Affaire à suivre. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais moi, je suis vénère, frérot, je vais pas te mentir. Nouvelle très bullish pour YouTube, frérot. C'est un réseau Web2 qui est en train de se Web3iser. Et là, on a appris qu'ils ont nommé un nouveau PDG qui est bullish sur le Web3. D'ailleurs, ils pensent aussi que les NFT sont des outils très intéressants et importants pour les créateurs de contenu car ce sont des outils qui pourraient leur permettre de développer des sources de revenus supplémentaires. En tout cas, c'est cool parce que même si ici on est team décentralisation et on sait que les réseaux sociaux Web3 sont les meilleures solutions, on ne peut pas passer d'un réseau social Web2 à un réseau social Web3 sans pont, sans transition. C'est pour ça que cette transition vers le 100% Web3 doit se faire par des réseaux sociaux comme YouTube qui adoptent des outils Web3. Et là, on fait un pas de plus vers cette voie-là. Donc, c'est extrêmement bullish. En tout cas, je suis contente. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Siemens, les géants, alors là, mais nouvelle bullish, frérot, je sais pas quoi dire. Là, ils ont récemment émis une obligation de 60 millions de dollars sur la blockchain Polygon. Et attention, ils l'ont fait d'eux-mêmes, hein. Ils ont même pas appelé les refs chez Polygon, ils ont pas demandé l'implication de la team. Et ça, tu vois, c'est la magie de la blockchain. Elle permet à n'importe qui de faire ce qu'elle veut sans appeler de tierces parties. Et ça, c'est beau, c'est extrêmement bullish sur Polygon. Autre nouvelle bullish, il y a le protocole Clearpool qui va déployer sa plateforme de crédit institutionnel Prime exclusivement sur Polygon. Je le répète encore, mais ça c'est bullish. Et encore une fois, là je te partage des faits, des crypto news et à toi de les apprécier à ta manière. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que les institutionnels pensent d'Ethereum? Très bonne question. Et pour y répondre, il y a une société londonienne de fonds spéculatifs qui a publié une recherche
où elle a interrogé 200 investisseurs institutionnels et gestionnaires de patrimoine qui se situent dans 7 pays différents et qui gèrent au total 2,85 milliards de dollars d'actifs. Donc là, c'est du lourd, tu vois. Et parmi les résultats très pertinents et intéressants, on apprend qu'il y a 41% qui pensent que l'Ether pourrait dépasser les 2000 dollars en 2023. Et les institutions, elles sont donc optimistes quant à la croissance de l'Ether, et ça c'est bullish. Au-delà de ça, Shanghai pourrait marquer un changement positif dans la manière dont ces institutions voient Ethereum, parce que comme Shanghai va permettre aux Ethers d'être débloqués, il est fort probable qu'il y ait de plus en plus d'institutions qui fassent le pas vers le liquid staking, parce que le fait qu'il n'y ait pas de blocage apporte un risque en moins, tout simplement. Donc, affaire à suivre. Est-ce que Shanghai va faire pumper le prix de l'Ether ou est-ce qu'il va le faire baisser? L'avenir nous le dira. En tout cas, les institutionnels sont très bullish. Et toi, bullish ou bearish sur l'Ether? Partage-moi tes retours en commentaire. On parle souvent, le Web3 Gaming, c'est un secteur à suivre de très très près. Et même si c'est un secteur porteur, il y a des millions en jeu, il y a des millions qui vont se faire, on n'est pas encore arrivé à l'état ultime d'adoption. Il y a encore des pistes d'amélioration à développer. Et parmi les points à améliorer, je voulais t'en partager quelques-uns. Et d'ailleurs, ce sont des points à prendre en compte quand tu gères des projets reliés au Web3 Gaming. Le premier, c'est le gameplay. En fait, il faut vraiment que les développeurs arrivent à créer une histoire intéressante qui peut impliquer et émerger l'utilisateur dans l'univers que le jeu souhaite créer. Au-delà de ça, il faut que les visuels soient spectaculaires. Il faut vraiment que la qualité soit ultime avec des visuels triple A. Il me semble que c'est le standard de qualité ultime. Il faut qu'il y ait un scénario, des personnages avec une forte personnalité, une histoire passionnante, qu'on a envie de raconter. Le deuxième point, c'est l'onboarding. Comme la majorité du public du Web3 Gaming n'a pas forcément connaissance des cryptos et du Web3, il faut pouvoir les accueillir de la meilleure manière et surtout de la manière la plus simple et sans friction. C'est pour ça qu'il faut réussir à créer des portefeuilles, des ponts, des interfaces qui soient simples d'utilisation avec une interface facile à comprendre sans avoir besoin de tutoriels. Et donc, par exemple, si tu vois un jeu Web3 qui est trop compliqué à utiliser, si même toi dans la crypto tu comprends pas, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans la crypto va encore moins comprendre et malheureusement le potentiel de ce jeu pourrait être limité. Donc c'est un point très très important à ne pas négliger. Le troisième point, c'est l'économie durable et ça je dirais que c'est un des points les plus difficiles parce qu'il faut réussir à créer un système où même si on met en jeu une crypto, il faut que cette crypto puisse avoir une utilité et un intérêt à être gardé par les utilisateurs du jeu. Parce que si ce n'est pas le cas, ça peut créer des situations comme Axie Infinity où il y avait une période où la crypto avait augmenté en prix. Il y avait même des gens qui gagnaient plus que leur salaire dans leur travail dans la vie réelle. Mais après, on a vu un dump de la crypto parce qu'ils n'avaient pas forcément réussi à créer une économie durable. Et ça, c'est vraiment un des enjeux. Réussir à créer une économie où la crypto est le centre et la crypto apporte vraiment de la valeur et n'est pas destinée à être dumpée très rapidement pour prendre du profit. L'autre point, il faut que le jeu soit orienté utilisateur. Il faut que les joueurs puissent avoir le contrôle sur les assets du jeu qu'ils peuvent garder, sur les NFT. L'autre point, c'est la technologie. Ces jeux-là doivent être construits sur une blockchain qui peut supporter un flux élevé d'utilisateurs sans friction pour que l'expérience puisse être totalement fluide. Et le cinquième point, c'est l'interopérabilité. C'est très important. C'est intéressant si un jeu arrive à se connecter à d'autres jeux vidéo parce que comme on sait que l'une des caractéristiques du Web3 dans le gaming, c'est le fait que quand on achète un objet du jeu, par exemple, on va dire une arme, le jeu est un NFT qui est censé pouvoir être réutilisé dans un autre jeu. Et ça pourra uniquement se faire s'il y a une forme d'interopérabilité entre différents jeux Web3 Gaming et c'est vraiment quelque chose sur lequel les jeux doivent mettre l'accent
l'accent, pardon, à mes yeux. Donc voilà, c'était quelques pistes. S'il y a d'autres points que tu as en tête, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Et sinon, sers-toi de ces points pour dénicher les meilleures crypto-pépites qui vont exploser. Parce que même si ces jeux-là sont en train de dormir, je pense qu'il y a des projets qui pourraient facilement faire un x10 ou un x100. Mais après, il faut être patient parce que créer un jeu d'une telle qualité, ça prend du temps. En 2022, il y a plus d'1 million de cryptos qui ont été créés. Chainalysis, on a analysé un peu plus de 40 000 et parmi elles, ils ont vu qu'il y a 24% de ces cryptos qui ont connu une baisse de prix significative au cours de la première semaine. Donc, il y a des cryptos qui ont perdu 90% de leur valeur, en semaine 1. Et il y a aussi ces cryptos-là qui s'apparentent à ce qu'on appelle des pump and dump. En fait, le pump and dump est une technique qui consiste à faire gonfler le prix d'une crypto pour la vendre. Et donc, les personnes qui créent ce genre de crypto, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent leur crypto, ils achètent un bon bag, après ils en font la promotion à travers leur réseau ou grâce à des influenceurs. Et quand le prix de cette crypto a explosé, ils la vendent tout simplement pour faire un maximum de produits et malheureusement faire perdre de l'argent aux investisseurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de toutes les cryptos qu'on peut trouver et que parfois quand on achète une crypto sans faire un minimum de recherche fondamentale derrière, ça peut être très risqué, surtout quand on voit que d'après le rapport de Chainalysis, elle concentre 24% de l'ensemble des cryptos qui sont pu analyser. Et les pump and dump, ce ne sont pas les seules techniques, il y a aussi des techniques de honeypot qu'on peut retrouver, c'est-à-dire que parfois tu peux trouver une crypto, tu vois qu'il y a des achats et des ventes, mais quand tu achètes la crypto, tu te rends compte que tu ne peux pas la vendre. Pourquoi? Parce que les créateurs de cette crypto ont créé un système de whitelist où uniquement un nombre d'adresses triées sur le volet peuvent retirer l'argent qu'ils ont investi dans cette crypto. Donc, il faut faire très attention parce que dans la crypto, il y a énormément d'arnaques. Et d'ailleurs, pour revenir et terminer avec le rapport de Chainalysis sur ces cryptos-là, le champion en termes de créateur de Pump and Dump a créé 264 cryptos en 2022. Donc on voit que c'est un business qui rapporte énormément, mais qui malheureusement fait perdre de l'argent à beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il faut se méfier. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Merci encore pour ton temps. Pour donner de la support, tu peux également mettre un petit pouce j'aime, t'abonner à la chaîne. Et sinon, moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.